Et bah déjà, là, moi, je voudrais te demander pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à ce projet? J'ai accepté parce que déjà je t'aime bien. Pourquoi j'ai accepté? Parce que ça me paraît assez évident qu'aujourd'hui, peu d'hommes, sont OK pour, se livrer. Tu m'aurais fait cette proposition-là il y a 10 ans, j'aurais pas compris et je sais pas si j'aurais accepté. S'apercevoir il y a quelque temps que notamment la virilité, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est quelque chose qui m'a fait peur très longtemps. Je ne crois pas que la virilité passe par la négation de toutes les formes extérieures d'émotions et notamment d'émotions négatives. Mais c'est vrai que je parle peu de moi, ou en tout cas de ma condition d'homme, en tout cas, tu vois. Moi, j'ai l'impression de pas être très bien outillé pour exprimer et pour écouter. C'est un gros truc masculin, en plus, je pense. Moi, je fais l'hypothèse que c'est un gros truc masculin. Globalement, je suis très à l'écoute de mes émotions. Elles sont parfois encombrantes. Je pense notamment à la colère qui, chez moi, est très rentrée. Celle qui prend le plus de place, c'est la colère. Moi, je suis un colérique. Je suis né en colère. Elle peut être très forte, très dévastatrice. Pour moi, pour les autres, pour mes proches. Ce qui est dramatique, c'est quand t'es con et papa, par exemple. Parce que tes gamins, ils trinquent, quoi. J'ai toujours été entouré de gens qui ont des émotions très fortes. Je pense que ça m'a beaucoup conduit à faire l'inverse. Tu vois, de pas aller en bas quand ça va en bas et de calmer les ardeurs quand ça va trop haut parce que je sais que ça va redescendre. Mais, mais le défaut que ça fait que bah, du coup, tu vois, tu vas pas en bas, donc forcément, tu rebondis pas sur le trampoline qui est en bas pour aller plus haut, tu vois. Et quand tu es en haut, t'es pas tout à fait capable de prendre la mesure, tu vois. C'est rigolo parce que c'est un truc sur lequel mon amoureuse actuelle se bat, je crois. Parce que c'est pas que j'ai pas de joie, parce qu'elle me disait, oui, mais c'est quoi ton... Ben, ça t'arrive d'être heureux? Enfin, t'es heureux qu'on se... Je fais, ouais, sans doute. Je pense que c'est compliqué pour les gens qui me côtoient. Je fais pas collection de mariage et de divorce pour rien. Mes enfants n'ont pas vécu plus avec leur maman que moi pour rien. Je suis beaucoup plus pudique dans la tristesse que dans la joie. La joie, je peux la partager avec mon voisin. Ma tristesse, je la partagerai avec mes plus intimes et encore. Je sais pas pourquoi. Il y a, enfin, si ça relève d'une certaine forme de pudeur. Force est de constater qu'aujourd'hui, je ne pleure qu'au cinéma, quoi. Bon. Ah, donc je libère le truc au cinoche, mais c'est vrai que dans ma vie, je pleure pas, quoi. Tous ces sentiments, toutes ces émotions, je les ai très longtemps gardés pour moi. J'étais très longtemps verrouillé dans mon armure, me protégeant de l'extérieur, me protégeant des autres. Puis un jour, bah, cette somme de frustration que tu as pu accumuler, bah, ça ressort, ou je sais pas comment, mais c'est là, quoi. Et qu'est-ce que t'en fais? Moi, je suis avec une compagne qui est beaucoup dans la communication. Vraiment, il y a un truc qui nous traverse l'esprit, un truc qui nous chiffonne, ou je sais pas quoi. On en parle, on fait le point et tout, tu vois. Bah, moi, j'ai pas été élevé là-dedans, quoi. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, on habitait un logement HLM et donc on mangeait dans la cuisine. Et la cuisine, elle était toute petite. Et on mangeait devant la télé. Donc ça a été ça à mon enfance. Donc pas d'espace d'échange, quoi. Mes bons souvenirs avec mon père, c'est des grandes balades à cheval. Mais c'est pas parce que je faisais 3 heures de cheval avec lui que, même de temps en temps en marchant côte à côte, qu'il s'ouvrait à moi en me disant, voilà, qu'il était malheureux d'avoir perdu son papa à 12 ans. Ça, c'était non. Niet. Inaccessible. Moi, les seuls moments où vraiment ça parle, machin, c'est voilà, quand je me suis séparé d'un ou des enfants ou machin,
où voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit: «Voilà, ça se passe machin». Et tu sens qu'il y a «Oui, mais bon, mais toi ça va, machin?» mais tu vois, c'est juste «Et toi ça va?» mais genre bon, je suis là, hein, la maison elle est ouverte, machin, tu vois? Mais mais tu vois, on va pas beaucoup plus loin, tu vois? Il y a plein de choses dont on parle pas et ça ferait vachement du bien d'en parler, tu vois? J'ai été éduqué par un père qui vivait dans une armure. Euh, et il a contribué à me forger une armure. Hein. Donc je me suis construit, peut-être, je sais pas si c'est à l'image de mon père, mais je me suis construit dans un modèle, en tout cas, dans lequel je me reconnaissais et qui fait que je me suis extrêmement isolé, hein, et je me suis rendu absolument inaccessible. L'image du père, même chez un mec de 55 ans, est importante et prégnante, et qu'on n'arrive pas forcément toujours... Enfin, je vais pas faire une généralité de mon cas, mais moi, j'arrivais pas à m'en libérer. Je crois qu'il était très présent avec moi, enfin très présent. Il était présent pour le jeu ou les moments plutôt de partage rigolo, quoi, tu vois. Après ça, j'ai aussi le souvenir de colère parce que je l'ai pas, elle est pas venue comme ça, donc tu vois, c'est un héritage quand même, la colère. C'était vraiment une colère assez vive, mais rapide. Ça retombait vite, on faisait la paix. Toujours appris à faire la paix, tu sais, à se taper dans la main, là. Que ce soit avec mon frangin ou avec lui, on se tape dans la main, bim, c'est fini, on passe à autre chose, quoi. On passe à autre chose. Et quand j'ai commencé à reproduire ce schéma, qui était un schéma donc forcément connu pour moi, donc tu le reproduis, bah moi je me suis heurté à des... notamment dans mon couple. Bah non, en fait, c'est pas juste on se tape dans la main et c'est fini, parce que là, ce que tu m'as dit, bah moi ça m'a fait mal, et ou alors ce qui s'est passé, moi j'ai besoin de temps pour le digérer. Cette armure mettait en péril aussi notre construction de couple. À partir du moment où on partage rien, à partir du moment où on dévoile pas ses émotions, à partir du moment où on garde tout pour soi, le partenaire, il finit par ne plus comprendre. Alix, ma compagne, me reproche à juste titre, à certains moments, de m'enfermer dans ma coquille, et d'être une moule incapable de s'exprimer, et elle a parfaitement raison. C'est compliqué, les mots. Donc j'étais très longtemps verrouillé dans mon armure, et ça m'a un peu handicapé. Je m'en rends compte aujourd'hui, hein, ça m'a longtemps handicapé, enfin ça m'a handicapé pendant toute ma jeunesse, pendant toute mon adolescence, et jusqu'à l'âge de 45 ou 50, enfin plutôt de 50 ans d'ailleurs. T'as l'impression d'être quelqu'un qui, avec ton caractère, des actions qui te définissent, ou des gestes, ou des paroles, un humour, comment te perçoit les autres. T'es ok avec ça, et puis un jour il y a un truc dans ta vie qui peut te chambouler et qui t'amène à te poser, à te dire mais pourquoi je réagis comme ça, ou qu'est-ce que je fais de ces pensées-là, et est-ce que je les garde pour moi, comment je les partage ou non. Mais encore faut-il conscientiser le besoin d'aide. C'est ça, c'est-à-dire que souvent, je trouve que avant de se dire qu'on a besoin d'aide, il peut y avoir un long chemin, en fait. Je demande pas beaucoup de l'aide, non, et notamment sur les questions, psy, enfin émotions, ce genre de choses, ouais. C'est plus facile pour moi quand quelqu'un décèle quelque chose et tire le fil. J'ai remarqué ça. Il faut donner quelques ingrédients, il faut se livrer un petit peu. Et quand quelqu'un est capable de tirer un peu le fil, ça m'aide vachement. On a eu besoin à un moment de l'aide d'un tiers. Donc là, on a fait 6 séances de psychothérapie où on a un peu appris à reposer les bases de discussions constructives.
dans le cadre de cette difficulté de couple qu'on a traversée pendant un petit moment, on s'est fait aider aussi par une conseillère conjugale et et je crois que c'est vraiment elle, cette femme qui nous accompagnait, qui m'a fait prendre conscience que je pouvais pas m'en sortir tout seul et que si je faisais rien, on allait à la catastrophe. Euh, donc elle m'a conseillé une action de thérapie en fait. Hein. Et pour moi la thérapie c'était un truc pour les fous, pour les malades. J'étais ni fou ni malade. Enfin j'ai l'impression que j'étais ni fou ni malade. Euh, mais j'ai accepté de faire le truc parce que je sentais que c'était aussi une preuve d'amour pour ma femme. De lui dire bon bah ok j'ai compris, je fais un truc. Ouais, j'essaye de me bouger quoi. Il y a une dizaine d'années, à la suite d'une séparation, euh, où, euh, où j'étais pas bien et où je suis allé voir une psychologue et j'ai commencé à me dire que toutes ces questions de qui je suis vraiment et je les avais vraiment, enfin je les avais pas trop posées concrètement. C'est aussi un moment où elle m'a renvoyé l'image de, elle m'a carrément utilisé le mot, elle a dit vous êtes quelqu'un de sensible. Et moi je m'étais jamais vraiment dit ça auparavant quoi, à 30 ans quoi, j'avais 30 ans. Ça m'a touché qu'on puisse me dire ça et ça m'a questionné. Et je me suis dit en quoi je suis sensible, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'en fais quoi. J'ai compris en fait d'où je venais, comment je m'étais construit, dans le cadre de mon système familial quand j'étais gamin, des éléments qui avaient structuré ma vie et qui m'avaient forgé. Et pourquoi, dès tout jeune enfant, je me suis réfugié dans cette armure. À partir du moment où on comprend ça, bah c'est facile, enfin c'est beaucoup plus facile d'en sortir. Je dis pas que c'est évident, mais c'est beaucoup plus facile d'en sortir de son armure. Un jour, mon père m'a dit, de toute façon, toi, depuis que tu as fait une psychanalyse, on comprend plus rien de ce que tu fais. J'ai pas fait de psychanalyse, hein, j'ai fait 2 ans. Mais vraiment, c'était un truc qu'il comprenait plus. Il comprenait pas son fils, en fait. Je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu avec mon père dans les 5 derniers jours de sa vie. C'est-à-dire, comment dire, un rapprochement presque miraculeux où on n'a pas cherché à solder quoi que ce soit. On a continué un peu à surfer sur la vague, voilà. Tuer mon père et tuer mon fils était comme ça, et de toute façon on a des caractères de merde, et de toute façon moi j'ai une image de mon père quand il a failli mourir le dimanche matin, où on a été réinvité à venir dans la chambre parce que ça allait un peu mieux, où chacun de nous deux tenait une main de mon père, et je sentais la peur de mourir dans la main de mon père, tu vois. Et ça, enfin, je veux dire, c'est ça être un fils, quoi. C'est à un moment donné tu te dis voilà, je suis juste là, toi. On s'en fout qu'on se soit jamais parlé, on s'en fout, tu m'as rien transmis sur les émotions, sauf que là, il y en a qui passent et on l'apprend, quoi. J'ai redécouvert mon père une fois qu'il avait perdu, lui, son propre père. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu un truc où... Bon, il s'en occupait déjà pas mal, parce il avait des problèmes d'alcool, des problèmes de machin et tout, donc il était déjà en train d'assumer déjà son propre père, hein, depuis quelques temps. Mais tout d'un coup, il y a eu une armure qui s'est fendue, où on s'est retrouvés du coup dans la maison de famille dans les Pyrénées, où mon père nous a pris tous les trois en pleurs, tu vois. Et putain, j'avais jamais vu mon père en pleurs. Ou la dernière fois que je l'ai vu en pleurs, c'est parce qu'il avait perdu sa grand-mère, quoi, tu vois, à Toulouse, quoi. Mais il y a eu un truc comme ça où putain, ton père, tu le vois jamais pleurer, quoi. 10 jours avant sa mort, c'était son anniversaire.
Bon, à ce moment-là, voilà, c'était rare hein, chez lui. La tendresse physique n'existait pas ni chez ma mère ni chez mon père, et ni entre eux d'ailleurs. Et bon, bah voilà, il m'a serré dans ses bras parce que moi je faisais la cuisine pour tout le monde, ses amis étaient là, etc. Mais quelque chose finalement à l'image de ce qu'a été notre relation, surtout sur le plan physique, c'est-à-dire toujours très fluidique quand même. Les relations avec lui se sont considérablement simplifiées, intensifiées au fur et à mesure que j'approchais de l'âge adulte et qu'ensuite je devenais l'adulte, puisque là, à ce moment-là, il n'y avait plus les mêmes enjeux de place pour lui, j'imagine, et là, ça prenait tout son sens. Je suis, je pense, de mieux en mieux outillé sur l'écoute, et donc même dans ma vie intime, intime et familiale, je peux mettre en œuvre mes outils d'écoute et l'ensemble de mes outils d'écoute. Euh, Là où je trouve que vraiment j'aurais à gagner, c'est dans l'échange. Mais sauf que dans l'échange, en fait, il n'y a pas que celui qui veut échanger, il y a aussi celui qui est en face. Et que, enfin, toi, ma fille qui a été très longtemps en colère contre moi, je pense qu'elle vient de sortir de la colère contre moi. Donc, elle n'est certainement pas à, ok, je suis sorti de la colère et toi, tu vas tout de suite me demander qu'on cause de nos vies intimes et de je sais pas quoi. Non, non, ça va. Déjà, je suis sorti de la colère, je viens passer à 5 jours avec toi. Euh, Et Laurence, là-dessus, elle a raison. C'est-à-dire, prenons le temps de ça et puis voilà. Forcément. Moi-même, j'ai élevé mes enfants peut-être avec un modèle qui était celui que m'avaient inculqué mes parents et en l'occurrence mon père. Donc, je les ai pas bien élevés, ou j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire, ou peut-être que je les ai fait grandir avec quelques biais que j'aurais dû éviter. Euh, et donc, forcément, ils se sont construits là-dessus, et ce serait génial que eux-mêmes. Enfin, nous, on les incite beaucoup, en effet, à faire des travails sur. Enfin, je veux pas parler de thérapie parce que ça fait, mais travailler sur la façon dont ils se sont construits. J'ai l'impression de ne pas avoir forcément trouvé des cadres de parole pour se questionner et partager ce qu'on est, ce qu'on ressent, enfin, comment on se ressent en tant qu'homme dans la société. Les cercles de parole sont une vraie ressource aussi pour ça. Ceux qui sont donc dédiés aux hommes et qui sont où ça fait vachement bien d'entendre d'autres personnes avec d'autres problématiques ou avec des problématiques similaires parler de leurs ressentis avec autant de justesse, avec autant de parfois de facilité, parfois avec de la douleur, mais c'est beau à voir et puis ça booste. Je trouve que c'est vraiment une super ressource. Je trouve que c'est vachement quelque chose qui libère beaucoup. Finalement, entre hommes, c'est pas si commun, quoi, que de parler vraiment sans être dans un rapport de compétition, d'hierarchie, tu vois, de performance, tu vois. Mais du coup, bah forcément, ça libère le fait de pas se sentir jugé, de machin et tout, ça libère la parole, quoi. Tu vois, je pense. Tu construis des relations tellement plus fortes avec les gens qui sont accessibles, quoi. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'en plus, en vieillissant, euh, on se rend plus accessible de toute façon. Et en vieillissant, on a de plus en plus de besoin de ça. Euh, on construit plus simplement. Je pense que le fait, l'armure, c'est quelque chose qu'on construit aussi quand on est plus jeune, parce qu'on a l'impression, parce qu'on a envie de montrer qu'on est fort, qu'on n'est pas sensible, qu'on pourra tout assumer, qu'il n'y a jamais de problème. On a besoin de se construire comme ça. Et puis en vieillissant, bah, c'est un peu l'opposé. On sait qu'on est faible, on sait on, on comprend qu'on a le droit de pleurer, on comprend qu'on a le droit d'être triste, on comprend euh, qu'on a le droit de dire je t'aime, et voilà, quoi. Jamais, même dans mes souvenirs les plus anciens, j'ai eu un je t'aime de mes parents.
Ça n'existe pas. Et enfin, c'était exprimé avec d'autres mots, mais le je t'aime n'existait pas. Moi, je le dis à mes enfants. Je le dis à mes enfants. J'ai aucun mal à ça, et je le dis avec ces termes-là, avec d'autres termes, et avec tout mon corps. Moi, la tendresse, je la sens vraiment comme un truc qui déborde, quoi. Qui déborde. Et la bienséance nous fait remettre, tu vois. Moi, je me suis retrouvé en confinement aussi avec un pote qui est beaucoup sur ces questions-là. Et qui, j'ai toujours senti, mais je le ressens toujours aujourd'hui, qui aimerait plus de tendresse, tu vois. Et tu vois, sur notre relation même d'amitié, tu vois. Et c'est vrai que je suis pas là-dessus. Alors après, je te dis ça, là, tu vois, on vient de sortir d'un concert, on fait un concert ensemble et tout, on est quand même capable de se prendre dans les bras et dire machin. Mais ça dure pas un quart d'heure, quoi. Là, c'est juste parce que voilà, on a un peu picolé ou que machin, et on est content et tout, et c'est trop cool, tu vois. Mais c'est pour ça que, tu vois, j'ai l'impression que bon, c'est un peu dur à 40 ans, tu vois, de se changer, tu vois, entre les gens et tout. Mais par contre, je le fais beaucoup avec mes enfants, tu vois. Et notamment avec mon fils, du coup. Et du coup, je me dis que ça peut être cool, tu vois, justement, d'essayer d'instaurer ça pour que lui aussi se dise, ben, j'ai envie de faire des câlins à des hommes, tu vois. Ça m'émeut quand je vois mes enfants, c'est arrivé il y a pas très longtemps, quand je vois mes 2 garçons se faire un câlin entre eux. Je trouve ça toujours très rigolo et très et très chouette, quoi, de se dire que l'un et l'autre ont besoin aussi de leur tendresse de frère et se font un câlin, quoi. C'est tellement marrant. Tu dis que c'est pas que le rôle des parents, quoi. Ils en ont besoin aussi entre eux. C'est drôle. C'est beau.